à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de Y'a pas que l'Amiga dans la vie. Donc cette fois, je vais vous parler de mes consoles de jeux. Et donc, bien évidemment, comme le thème de la vidéo, c'est Y'a pas que les Amigas dans la vie, eh bien, il n'y aura pas d'Amiga, mais que les consoles que j'utilise ou que je garde encore de côté. Avant tout, je voulais m'excuser pour le live d'hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. YouTube a programmé un live comme ça, alors que j'ai passé ma matinée à galérer pour en faire un et j'ai pas réussi. Donc bref. Et quand on m'a averti que le live était lancé et que des gens attendaient, ben, en fait, j'ai pas pu rejoindre le live. J'étais purement spectateur. Et vu que mon logiciel de montage, enfin d'enregistrement n'était pas lancé, ben, je pouvais pas le connecter à la session qui était en cours. Donc bref, c'était un chantier pas possible. Donc je suis désolé. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, il y avait quand même pas mal de monde qui attendait. Donc, du coup, bah, dès que j'ai un sujet intéressant à traiter, on fera peut-être un live. Alors, vu que j'avais des projets de live pour parler un petit peu des Amiga de manière très vulgarisée pour les gens qui débutent un peu avec ces machines, ce sera peut-être, pourquoi pas, le prochain sujet. Ensuite, petite mise au point sur les boîtes pharmacie. Donc, ça, c'est celle qui était très abîmée. Donc j'ai entièrement refaite. Et pour répondre à un abonné qui me demandait ce que c'était qu'une peinture martelée, eh bien c'est ça. Voilà, c'est une peinture qui se passe au pinceau ou à la bombe. Et d'elle-même, elle donne cet effet-là. Un effet vieille machine industrielle. J'adore ça, hein, j'adore l'effet que ça donne. Donc la boîte est entièrement refaite, entièrement sablée, apprêtée, peinte. J'ai mis des petits tampons en caoutchouc dessous pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle n'abîme pas les surfaces sur lesquelles on les pose. Et je l'ai modernisée, donc elle est prête à servir. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, en fait ce sont des serviettes déshydratées. Enfin, c'est pas un médicament. Vous prenez ça, vous mettez 1 à 2 gouttes d'eau dessus, et en fait ça gonfle, ça se déplie et ça fait une serviette. Donc si vous n'avez pas de choses stériles pour vous laver et que vous êtes blessé, c'est extrêmement pratique. Vous cherchez serviette déshydratée sur Amazon et vous avez ça. Ensuite, je vous avais présenté un couteau que j'étais en train de refaire. Il manquait le manche, il n'y avait rien de fait. Un couteau que ma maman m'avait acheté. Et du coup, j'avais prévu de le faire en corne. Mais comme je ne maîtrise pas la corne et que j'avais envie de travailler hier, finalement, je l'ai fait dans un bloc d'aluminium. Voilà. Donc, tac. Voilà ce que ça donne. Avec un aluminium brossé. Enfin, pas brossé. Il est microbillé. Et maintenant, en fait, je vais le laisser comme ça. Et il va de lui-même se polir dans la poche. Ce qui lui donnera une allure bien particulière. Tac. Avec son petit étui pour le ranger. Et voilà. Donc, c'est parti pour les consoles. Donc, on va y aller dans l'ordre chronologique. Et on va commencer tout simplement par l'Atari 2600 qu'un abonné m'a offert. Alors, le problème, c'est que je n'ai plus de jeux, je n'ai plus de manettes, je n'ai plus rien. Enfin, des manettes en DB9, j'en ai, mais j'ai pas de quoi la faire fonctionner. Par contre, c'est une console que j'aime bien parce qu'elle est emblématique. Et bah, j'aimais bien jouer à Pac-Man. Je précise aussi qu'à une époque, j'avais énormément de consoles. Et que suite à des soucis financiers, j'en ai revendu un gros paquet. Voilà, pour financer plein de choses. Donc là, je vais vous présenter uniquement mes restes. Donc j'ai l'Atari 2600. Je m'en sers pas, mais par contre, c'est une console que je garde parce que j'espère la recompléter un jour. En même temps, j'aimerais lui faire l'adaptateur pour avoir la sortie en S-Vidéo et ne plus passer par la prise antenne. Dans le même esprit, j'ai ma console Pong. Alors ça, c'était un petit kit à monter soi-même qui était vendu par Vellman. Vous mettez 2 piles R6, ça se branche en RCA sur la télé, une prise pour l'image, une prise pour le son. Les petits pads, donc pour faire bouger, voilà la palette de Pong, pardon, en mode vertical. Et il y a un bouton Smash. Alors c'est dur à maîtriser au début, mais alors, par contre vous faites des parties, c'est juste top. Donc j'ai pour projet de lui faire un petit boîtier. Vu que j'ai aussi un projet d'acheter une imprimante 3D, ce sera peut-être la première chose que je ferai. Parce que faire un boîtier pour ce genre de choses, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ensuite la Master System, donc elle fait partie des 2 consoles qu'un abonné m'a donné. Et qui sont sur la vidéo où je répare donc les Master System. J'y ai joué parce qu'il y a Alex Kidd dessus, donc j'ai fait quelques parties. Après, déjà, à la base, j'étais pas très fan de Sega, mais ça me fait plaisir de les avoir. Quand j'ai des copains qui passent avec des enfants un peu jeunes, ça me fait plaisir de leur remontrer un petit peu ce que c'était que les consoles de l'époque.
On reste dans le classique et avec celle-ci. Alors je l'ai laissée avec sa poussière. C'est ma toute première PlayStation. Je l'ai achetée en 95. Elle était dans un état mais irréprochable dans sa boîte. J'avais tous les polystyrènes, tous les petits sachets. Je l'avais tout gardé. Nickel. Et ça remonte après à l'époque où j'étais en colocation, donc aux alentours de 2009-2010. On se faisait des grosses soirées Tekken 3 et après beaucoup trop de bière et trop de whisky, la console a fini entièrement taguée. Il y avait des capsules de Stella Artois de coller partout, des autocollants. Enfin bref, elle avait été un petit peu massacrée. Donc pour cacher tout ça, j'avais mis un coup de peinture noire histoire de faire propre. Enfin, de faire moins sale, on va dire. Elle fonctionne toujours. Tout l'intérieur est en parfait état, tout avait été restauré, j'avais même changé la lentille, mais je l'ai gardé extérieurement comme un rat, hein, c'est-à-dire crade à l'extérieur et parfaitement fonctionnel à l'intérieur. En même temps, il y avait le petit boîtier, alors je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui permettait de lire les CD gravés en activant l'interrupteur qui est là, et de rentrer des cheat codes. Bon, en même temps, elle est pucée, donc j'en ai plus vraiment besoin, mais pour les cheat codes, c'est quand même pratique. Donc je la garde, même si je ne m'en sers plus, et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui m'amène à ma PlayStation 2. Alors celle-ci, elle m'avait été offerte par Hivernal, un réparateur Amiga, et elle était en très très mauvais état. Donc en fait, j'en avais récupéré une autre qui ne fonctionnait pas, j'avais modifié les plasturgies pour pouvoir les adapter, bref. Il me manquait des boutons Eject et Power, donc je les ai réinstallés. J'avais pas de lecteur de DVD, donc j'ai mis une grille à la place pour ventiler. Le ventilateur était absent, donc j'ai découpé pour mettre un gros ventilo de 120 qui fait beaucoup moins de bruit que le ventilo d'origine. À l'arrière, on va avoir l'adaptateur qui permet de mettre un disque dur. Alors c'est pas celui d'origine, c'est pas celui avec la prise RJ45. Celui-ci ne sert qu'à mettre que le disque dur. J'ai l'autre version qui a le RJ45. Le problème, c'est que c'est une version IDE et que celui-ci est une version SATA. Donc du coup, j'ai pu mettre un disque d'1 Tera. C'était quand même beaucoup plus facile. D'autre part, j'ai le convertisseur qui me permet de sortir en HDMI. Ça marche bien, mais pas sur tout. C'est ça le problème. C'est que des fois, pour relancer un jeu, il faut passer 10 minutes de configuration pour que ça fonctionne. Et quand on va vouloir lancer un autre jeu, eh ben, ça va pas marcher pareil. D'autre part, j'ai installé donc un FreeMac Boot pour lire les jeux qui sont en backup. Et l'adaptateur qu'on a vu sur une autre de mes vidéos, avec les manettes sans fil. Et là, par contre, c'est vraiment du top. Il n'y a pas de latence, ça fonctionne super bien. Aucun réglage particulier. Il y avait juste ce petit problème que j'avais avec Tekken, où j'étais obligé de désactiver les manettes au moment où je choisissais Tekken, puisque ça figeait la console. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai mis un petit interrupteur. Et ça a résolu complètement le problème. Allez, on passe à la console à laquelle je joue le plus en ce moment. Ma PS3 Fat. Celle-ci, c'est une que j'avais récupérée à la déchetterie, qui était e-load. Donc quand on l'allumait, on avait une lumière jaune qui s'allumait ici. Ça, en général, c'est quand le GPU a un problème. Il n'arrive plus à dissiper sa chaleur et à se mettre en sécurité. Donc on rechauffe le GPU pour arriver à la refaire fonctionner. Le problème, c'est qu'elle chauffait toujours beaucoup. Donc, j'avais pour projet de mettre ici un trou, une grille et un ventilo pour que la chaleur de l'alimentation soit éjectée par le haut. Mais finalement, j'allais dire par capillarité, non, mais par thermo-mouvement, l'air froid passe en bas et ressort par ici comme par une cheminée en fait. Donc l'air chaud ressort par ici et n'est pas redistribué dans la console. Donc elle chauffe beaucoup moins. Et d'autre part, ça c'était un hack que j'avais vu à l'époque. On découpe le fond de la console, on met une grille et là le ventilo aspire directement l'air frais sous la console pour le rejeter vers l'arrière et le dessus. Donc ça a résolu tous mes problèmes de chauffe. Donc cette console fonctionne parfaitement. De plus, je me suis lancé, comme j'avais un petit peu de temps la semaine dernière, elle est craquée, donc elle est jailbreakée avec un rebug. Et en fait, je m'en sers pas du tout pour les jeux PS3, puisque finalement il y a très peu de jeux PS3 qui m'intéressent. Mais du coup, j'ai rentré toute ma collection de jeux PS1 et PS2. Et donc du coup, je joue maintenant à la PS1 et la PS2 là-dessus. Pourquoi? Parce que du coup, il y a moins de problèmes de configuration qu'avec ma PS2 qui est toute bricolée. Et de deux, je peux jouer à mes jeux PS1 sans risquer d'abîmer les CD, puisque j'ai tous les originaux. Enfin, tous les originaux que j'avais à l'époque qui fonctionnent. Et par peur de les rayer ou d'abîmer la lentille de la console, j'utilise ma PS3, qui en plus sort en HDMI natif. Donc du coup,
Ça fonctionne très très bien. Ensuite, autre console à laquelle je joue beaucoup, c'est ma Wii. Donc Wii de première génération, qui avait donc les ports pour la N64, montée avec une clé USB, donc bien évidemment elle est craquée, sortie HDMI. Alors là, c'est plus intéressant pour moi, puisque sur cette console, je vais émuler la Master System, la Mega Drive, NES, Super NES, PC Engine, Atari 2600, Atari 7800, PlayStation 1 et GameCube, et bien sûr Wii. Bon, l'émulateur PlayStation 1, je le trouve pas terrible, donc je m'en sers pas. Par contre, quand j'ai envie de faire du vieux jeu, eh bien, je vais sortir cette console-là et me lancer une petite partie de R-Type ou des choses comme ça. Il y a un émulateur Neo Geo, le problème c'est que les jeux sont relativement limités. Mais j'y joue pas vraiment. Je vais utiliser mon émulateur qui est sur mon Mac pour ça. Par contre, je suis un gros fan de Resident Evil 4 et je trouve que c'est la meilleure version qui soit sortie sur cette console. Donc c'est vraiment mon jeu de cœur sur cette console. Resident Evil 4, je l'ai eu quand il est sorti sur PS2, c'était une horreur en maniabilité, puis il était extrêmement moche. Je l'ai acheté ensuite sur PC pour pouvoir jouer avec une manette qui avait un joystick spécial FPS qui fonctionnait plutôt bien, mais c'était pas terrible. Après, il y a eu le patch haute définition qui là était vraiment cool parce que le jeu devenait plus joli. Et donc, la version Wii avec la Wiimote, alors là en maniabilité pour moi c'est le top du top. Et avec la sortie HDMI, on a vraiment une bonne fluidité et une belle image. Donc ça, c'est vraiment une console, c'est sûrement celle à laquelle je joue le plus souvent. Alors c'est parti pour les deux dernières. Alors une un peu bizarre et l'autre qui est un cadeau. Mais on verra ça après. Donc on passe à ceci. Alors, ça c'était à l'époque où j'aimais bien me prendre la tête avec les Raspberry. J'ai arrêté parce que finalement, quitte à me remettre à l'émulation sur ce genre de boîtier, je prendrais un Mister. Mais le Raspberry pour moi c'est fini. Hein. C'était des heures passées en configuration. J'ai essayé d'avoir toutes les consoles possibles et imaginables dessus. Finalement, on faisait une modif d'un côté, ça bousillait tout l'autre. Bref, ça pour moi c'est du passé. Donc cette petite boîte, qu'est-ce qu'elle contient? Déjà, elle est aménagée comme un pad arcade. On a donc les 6 boutons, le joystick. Ici, c'est un autofire que j'avais mis pour les jeux Super NES où il fallait avoir un autofire. Et là, en fait, c'est pour contrôler le Raspberry, donc le rebooter ou changer de ROM. Bref, c'est les options que j'avais rajoutées après. Sur les côtés, j'avais aussi mis des boutons pour pouvoir jouer au jeu de Flipper. Ici, on lance la balle. Ici, on a les batteurs. Voilà. En même temps, ça va servir de Start Select quand le pad est en position manette, mais aussi quand il est en position Raspberry. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Dans touche chantier, on a une alimentation pour le Raspberry. Lui, il a une carte de 32 Go avec tous les émulateurs possibles et imaginables qu'on peut mettre dedans. Ce qui fait que la sortie HDMI est à l'arrière. L'alimentation du Raspberry est là. Ici, un interrupteur pour l'allumer. Ici, il y a deux USB. Celui-ci sert à brancher une autre manette quand on se sert du Raspberry. Et ici, on sort en USB, on se branche par exemple sur un PC et on peut jouer avec ce pad sur un émulateur. Maintenant, ce pad ne me sert plus qu'à ça. Donc il va être redémonté, réinstallé de manière un peu plus solide et moins bruyante. Parce que quand je joue, ça résonne, c'est extrêmement bruyant. Et je suis déjà à moitié en train de le casser. Donc ça, c'était un prototype que j'avais fait à une époque, mais qui maintenant va prendre le large pour être remplacé par autre chose. Dernière, voilà ce qu'on obtient. Donc, une PC Engine qui m'a été offerte par mon pote Jay. Un grand merci à toi encore une fois. Voilà, donc c'est la PC Engine d'époque. Avec un Everdrive, donc avec une carte SD et toute la ludothèque PC Engine dessus. J'avais fait le hack pour avoir la sortie en RGB, sans modifier l'extérieur. Si on veut revenir en arrière, on peut. Il n'y a aucune modification définitive. En plus de l'Everdrive, il m'avait offert donc Bomberman 93, 94 et Dragon Spirit. Bon, Dragon Spirit, c'était vraiment le jeu préféré de mon pote. Moi, mon préféré par-dessus tout, vous reconnaissez le logo, c'est Bomberman 94. C'est vraiment mon jeu de prédilection sur la PC Engine. Ensuite, j'ai le multipad 5 joueurs qui permet donc de brancher 5 manettes. Voilà, donc on a à la fois les manettes NEC d'origine, une adaptable Solipad
Et puis après, les autres en 6 boutons et plus, avec les autofire, avec tout ça. Donc, tout ça, ça reste dans une petite boîte. Ça me permet de le transporter puisque je fais assez régulièrement des Bomberman à 5 joueurs. Et du coup, comme je la transporte et que je ne tiens absolument pas à l'abîmer, elle est transportée dans sa petite boîte, entièrement entourée de mousse pour la protéger. Hop. Donc voilà, en fait, la quasi-totalité de mes consoles. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre. Après, ça va être de l'émulation sur PC ou sur un vieil iMac que j'ai transformé et que j'ai passé sous Linux avec des émulateurs pour toutes les autres consoles, notamment pour émuler la Neo Geo, parce que comme c'est un écran LCD au niveau du rendu de l'image, c'est vraiment chouette. Et à part ça, c'est tout ce qui me reste. Donc, voilà pour la fin de cette vidéo sur Il n'y a pas que l'Amiga dans la vie numéro 4. Peut-être que la prochaine, ce sera sur les Amiga. Je sais pas, je verrai. On verra en fonction. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.